Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire de Bordeaux, président de la communauté d'agglomération. Je salue l'ensemble des élus, maires, responsables de communautés d'agglo, présidents de région, sénateurs, qui sont ici rassemblés, qui vont s'exprimer tout à l'heure. Monsieur le président de l'ADEME au premier rang, Monsieur le préfet, et surtout vous tous et toutes qui êtes les forces vives des territoires. Et ces assises de l'énergie prennent cette année un tour tout à fait particulier. L'année 2015 sera de façon puissante, je le pense. C'est à vous d'en décider aussi, vous acteurs de terrain. L'année du climat. D'abord parce qu'elle verra, je l'espère, promulguer la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui a déjà été votée en première lecture par l'Assemblée nationale, qui vient dans quelques jours au Sénat, qui sera voté, je l'espère solennellement au Sénat, le 3 mars prochain, et donc qui va donner cette impulsion très forte en ce début d'année d'une loi que l'on disait impossible à rédiger, tant étaient fortes au départ les oppositions sur les différents types d'énergie. Et bien évidemment, ce que j'ai voulu faire par ce texte, c'est que l'on cesse en France d'opposer les énergies les unes aux autres, et que l'on puisse définir ensemble le nouveau mix énergétique qui va nous permettre de remplir nos objectifs. Et c'est là où le local et le global ont un lien très puissant et très fort. Et je le sais peut-être aussi bien que vous, si je puis me permettre, pour avoir été 10 ans à la tête de la région Poitou-Charentes et avoir été à la conférence climat de Copenhague, en tant que présidente de région, avec la conférence climat des collectivités territoriales. Et ce qui nous avait beaucoup surpris à l'époque, c'était que, alors que l'accord climat entre les chefs d'État et de gouvernement avait échoué, l'accord climat entre les collectivités territoriales était déjà un accord très ambitieux. Et donc, je sais bien, et vous le savez aussi, et cela a été dit à la table ronde que nous venons d'écouter, ce sera sans doute redit tout à l'heure par les éminents élus des collectivités territoriales ici présentes, que 70% de la transition énergétique se décide à un échelon infranational, citoyens, entreprises, collectivités territoriales, petites communes jusqu'aux plus grandes communautés de communes. Et par conséquent, l'articulation entre une impulsion de l'État est absolument cruciale, l'impulsion des représentations nationales et des assemblées parlementaires et délibérantes est absolument essentielle, mais la mise en mouvement, la mise en action, la concrétisation de ces objectifs, elle se fait d'abord et avant tout par vous tous et toutes ici rassemblés et vous tous et toutes à travers l'ensemble des territoires qui, par leurs décisions opérationnelles, entraînent les territoires vers la transition énergétique. Alors il va falloir que les territoires accélèrent cette transition énergétique pour remplir les objectifs de la loi. Objectif de diminution d'ici 2030 de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 30% d'ici à 2030 du recours aux énergies fossiles, division par 2 de notre consommation d'énergie d'ici 2050 et baisse de 20% en 2030 par rapport à 2012, multiplication par 2 de notre production d'énergie renouvelable pour atteindre 32% du mix énergétique, dont 40% dans l'électricité. Donc c'est un effort considérable qui est demandé. Et cet effort considérable, il s'appuie sur des appels à projets opérationnels afin de diminuer les gaspillages. On le sait bien, on ne le répétera jamais assez, que l'énergie la moins chère est d'abord celle que l'on ne consomme pas. Ensuite, d'améliorer notre compétitivité, créer de l'emploi. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que cette loi s'appelle la loi de transition énergétique pour la croissance verte, parce qu'au bout du compte, je suis convaincue que la transition énergétique et que la bataille pour le climat constituent un levier crucial, majeur, peut-être le seul, de sortie de crise et d'accélération des innovations et de la productivité des entreprises. Il s'agit aussi de réduire notre dépendance énergétique. Alors la loi prévoit 5 grands défis à relever. D'abord, le défi du bâtiment, de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. C'est là, je pense, où l'on peut créer le plus rapidement possible des emplois. La révolution des transports et des transports propres. La mise en mouvement de l'économie circulaire, qui fera que désormais tous les déchets doivent être considérés comme des matières premières.
avec aussi la révision aussi de la conception des projets, des produits et des services, de leur émergence de la production jusqu'à la fin de cycle de ces produits. Et puis, bien évidemment, produire autrement en faisant appel aux énergies renouvelables. Et enfin, toute la question de la démocratie énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique. Alors, pour réussir tout cela, la France a besoin de tous, les élus, les entreprises, les citoyens, les associations, et je vois en vous voyant aussi nombreux que vous êtes au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai veillé tout particulièrement d'abord à ce que les textes d'application, Bruno Legevin l'évoquait tout à l'heure, soient prêts dès le débat parlementaire. Trop souvent, on vote des lois, on se fait plaisir en votant des lois, puis on attend les décrets d'application et les ordonnances. Et pour la première fois, la loi qui a été présentée à l'Assemblée nationale, que j'ai rédigée, s'est accompagnée de la transmission aux parlementaires des ordonnances qui ont été rédigées dès le début du débat parlementaire, et non pas après, lorsque la loi est promulguée. Même chose pour les décrets d'application, ils seront prêts au moment de la promulgation de la loi pour que les territoires, les entreprises, les citoyens puissent directement s'en saisir. Et puis, il y a les appels à projets d'accompagnement qui ont montré un dynamisme extraordinaire des territoires. Sur l'appel à projets concernant les territoires à énergie positive de la transition énergétique, plus de 500 collectivités de toute taille ont répondu à mon appel à projet avec une très grande variété de projets. Et je réunirai dans quelques jours les 200 premiers lauréats de ces appels à projets avec une diversité, une créativité, des réalisations déjà opérationnelles, une impulsion donnée pour l'accélération de ces territoires. Il y a eu aussi l'appel à projet zéro déchet, zéro gaspillage. Il y avait une vingtaine de projets qui devaient être retenus, et compte tenu de la richesse, de la multiplicité, de la densité des territoires qui ont été retenus, le ministère en a retenu une soixantaine qui vont désormais bénéficier des cofinancements privilégiés. Ces financements, justement, Alain Juppé l'évoquait à l'instant à juste titre. Souvent, c'est dans les financements que l'on voit la crédibilité des engagements. Et vous avez raison, Alain Juppé, de souligner que pour la conférence climat, bien évidemment, nous devons, avant le mois de juin, avoir arrêté la dynamique de la mise en place du fonds vert et surtout la façon dont il sera engagé. C'est la même chose pour la crédibilité de la loi pour la transition énergétique. C'est pour ça qu'une fois de plus, je voudrais insister sur ce qui est mis en place, parce qu'il y a un gros travail souvent d'information, de sensibilisation, de diffusion de l'information. Il y a d'abord le crédit d'impôt transition énergétique de 30%, qui a été simplifié, élargi pour offrir une incitation plus forte à se lancer dans les travaux. Il y a les aides de l'ANA au titre du programme Habiter mieux, qui ont été pérennisées et amplifiées. Il y a l'accès aux éco-prêts à taux zéro, qui a été facilité pour atteindre 100 000 prêts en 2015. Et s'il y a des banquiers dans la salle, je leur dis qu'il faut se bouger, se mobiliser, puisque ces 100 000 prêts doivent être donnés aux emprunteurs rapidement. Et puis, il y a la ligne de crédit ouverte à la Caisse des dépôts pour financer des projets des collectivités territoriales. Il y a une ligne de crédit de 5 milliards d'euros qui a été ouverte, et je le dis, j'avais un échange avec monsieur le préfet à l'instant, les collectivités locales n'en sont pas forcément informées. Je redis aux représentants de la Caisse des dépôts qu'il doit se mobiliser, écrire à tous les maires pour leur dire qu'il y a 5 milliards d'euros qui les attendent, sans apport initial, remboursable sur une durée de 20 à 40 ans, à un taux de 1,75%, ce qui doit permettre, franchement, à travers tout le territoire, de faire des travaux d'isolation sur les écoles, les mairies, les gymnases, bref, tous les bâtiments municipaux, départementaux, régionaux. Il y a enfin, pour les entreprises, les crédits de la Banque publique d'investissement, qui est la banque de la transition énergétique, vous le savez, et qui, en complément avec les investissements d'avenir, aide les entreprises de la transition énergétique à se développer, à réduire leur propre consommation énergétique et à innover dans toutes les nouvelles technologies. Et puis enfin, il y a le fonds spécial de 1,5 milliard d'euros qui a été créé pour financer la transition énergétique, qui est financée par des contributions sur les rendements de nos grands opérateurs énergéticiens,
et qui permettra notamment de financer les territoires à énergie positive que j'évoquais tout à l'heure, le renouvellement des véhicules polluants, puisque la prime, le bonus écologique pour acheter des voitures électriques à la place des vieilles voitures diesel va atteindre 10 000 €. Donc il sera opérationnel dès la promulgation de la loi, et pour investir dans la chaleur renouvelable avec le doublement du fonds chaleur qui a été évoqué tout à l'heure dans la table ronde. Et donc cette dynamique de la transition énergétique, vous devez vous en saisir à la fois en étant informé de ces dispositifs financiers, des leviers mis en place par la loi, et bien évidemment des appels à projets sur les nouvelles capacités de production. En effet, toute la filière industrielle, des éco-industries de la production des énergies renouvelables est un atout extraordinaire pour la France. Nous devons absolument accélérer cette avance technologique, d'abord parce qu'il y a une compétition maintenant mondiale qui se déclenche entre entreprises, que la France est bien placée, et par conséquent, il y a aussi une émulation dans ce domaine de la productivité des énergies renouvelables. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de l'Écologie lance des appels d'offres qui ouvrent des capacités de production. Des appels d'offres sur l'hydroélectricité, des appels d'offres sur l'éolien offshore, des appels d'offres sur l'éolien terrestre, des appels d'offres sur l'énergie thermique des mers pour les outre-mer, des appels d'offres de production d'électricité à partir de la biomasse, des appels d'offres sur l'ensemble des énergies renouvelables. Et là, nous lançons un nouveau dispositif sur la géothermie, sur lequel notre pays est encore en retard, alors que nous disposons des technologies de pointe et que, paradoxalement, nous investissons plus en dehors de nos frontières que sur le territoire national. Sur la mobilité propre, je l'évoquais à l'instant, c'est un sujet qui est cher à la maire de Paris ici présente. Je voudrais rappeler que si, là aussi, la mutation énergétique a mis du temps, elle est en train de s'accélérer et je souhaite que nous l'accélérions avec le déploiement sur l'ensemble du territoire national des bornes de recharge des véhicules électriques. Déjà, le nombre d'immatriculations de véhicules électriques a progressé de 20% en 2014. La loi de transition énergétique imposera à toutes les administrations, dès qu'elles renouvellent leur parc automobile, de recourir obligatoirement pour une voiture sur deux à un véhicule électrique. Le bonus-malus que j'évoquais tout à l'heure a été pérennisé dans le projet de loi de finances. La prime exceptionnelle, je le rappelle, sera de 10 000 € de bonus cumulé pour le remplacement des vieux véhicules diesel. Une vignette permettant d'identifier les véhicules les moins polluants sera expérimentée cette année dans le cadre des plans anti-pollution dans les villes qui le souhaitent. Et enfin, le déploiement de 7 millions de bornes de recharge financées par les investissements d'avenir se déploie actuellement sur le territoire et nous venons de donner, avec le ministre de l'Économie, les 2 premiers agréments pour les opérateurs nationaux. Enfin, je voudrais évoquer le lien entre la transition énergétique et la biodiversité. Souvent, et les ONG nous appellent notre attention sur ce sujet-là, et elles ont raison. Vous savez qu'au bout du compte, sur la question de la transition énergétique, il y a bien sûr l'engagement impératif de réussir à maintenir en dessous des 2 degrés du réchauffement d'ici la fin du siècle, la limitation de ce réchauffement climatique, mais il y a aussi l'enjeu derrière ce réchauffement climatique, de la diminution drastique des richesses de la biodiversité. Et c'est pourquoi nous voulons et nous devons débattre rapidement de la loi biodiversité qui va venir en mars aussi à l'Assemblée nationale, et que la création de l'Agence de la biodiversité va permettre de renforcer l'attachement de la France à la richesse de ses milieux naturels, de ses territoires, de ses paysages, de sa diversité qui, d'une certaine façon, est l'avenir aussi de tout être humain. Souvent, on se dit, ou j'entends opposer l'avenir de l'humanité à l'avenir de la biodiversité. Nous sommes, nous, êtres humains, partie prenante de cette échelle du vivant, partie prenante de ces solidarités, partie prenante de ces écosystèmes du vivant. Et par conséquent, en protégeant la biodiversité, nous protégeons aussi les relations fondamentales de l'homme avec sa planète. Alors pour terminer, bien évidemment, je voudrais
évoqué la conférence de Paris pour le climat. C'est une échéance majeure. C'est à la fois des perspectives dramatiques qui s'ouvrent à l'échelle planétaire si nous ne faisons rien. Je ne reprendrai pas ici, vous le savez, les menaces qui pèsent par exemple sur les États insulaires qui peuvent disparaître. Car si rien n'est fait, le niveau de la mer peut augmenter dans certains endroits de 6 mètres. Ça veut dire que toute une partie des États insulaires peuvent carrément disparaître. Il y a aussi la menace sur la paix dans le monde. Il y a un lien très direct entre la question climatique, la question de la sécurité et la question de la paix universelle. Nous avons déjà aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plusieurs dizaines de millions de réfugiés climatiques, de déplacements massifs de population, et davantage que les déplacements de population dus aux conflits ou aux guerres. Et que si nous ne faisons rien, il y aura 200 millions de réfugiés climatiques avant la fin de ce siècle. Il y a aussi des menaces très fortes dont on voit déjà les conséquences dramatiques sur les côtes de l'ensemble des continents. Et lorsque l'on sait que près d'une vingtaine d'agglomérations de plus de 10 millions d'habitants se situent sur les côtes, ça veut dire que directement, là aussi, plus de 200 millions de personnes sont directement menacées par les atteintes géographiques sur ces côtes. Et donc sur ces enjeux-là qui sont finalement des enjeux de vie ou de mort. Et c'est cela qu'on entend lorsqu'il y a les réunions des chefs d'État et de gouvernement, lorsque les pays les plus menacés, les populations les plus menacées prennent la parole. Nous pensons que nous avons encore le temps, puisque nous vivons dans des pays privilégiés. Mais à l'échelle planétaire, il n'y a plus de temps. Et lorsque l'on entend encore aujourd'hui des discours pessimistes sur l'idée « la COP21, ça ne va pas réussir », commençons déjà à penser à la COP22. Mais c'est tout simplement intolérable, inadmissible. L'urgence, elle est là. Et je suis convaincue que nous avons l'intelligence de répondre à ces défis que l'homme s'est créé à lui-même. Ce sont les activités humaines qui sont responsables de ces dérèglements climatiques et de ces destructions planétaires. Alors pour reprendre cette belle expression de Gilles Boeuf, est-ce que l'homme saura s'adapter à lui-même? Vaste question philosophique, politique, géostratégique, scientifique. L'homme saura-t-il s'adapter à lui-même? Comment est-ce que nous allons mobiliser nos compétences, nos savoir-faire, nos savoirs, les enseignements de la technique et des sciences, mais aussi la mobilisation, j'allais dire morale, oui, morale, au sens de notre devoir de solidarité entre grands pays du monde, ceux qui sont à l'origine de ces dérèglements climatiques par leur méthode de développement et ceux qui les subissent. Alors cette solidarité planétaire, elle nous permet de dépasser les clivages politiques. Et je suis vraiment très heureuse de voir ici des élus de toute sensibilité politique. Je l'ai vu ici, lors du débat parlementaire à l'Assemblée nationale et lors de la préparation des travaux au Sénat. J'ai vu l'engagement des élus, quelle que soit leur sensibilité politique. J'ai vu leur prise de conscience. Je vois leur travail de terrain. Et je me dis que là, nous avons un défi formidable à relever en mettant ensemble nos énergies. Alors, vous savez, j'ai coutume de dire dans toutes les réunions internationales où je me rends, et je le redis ici aujourd'hui parce que c'est un message à la fois simple et beau qui fédère à l'échelle de la planète. Tout être humain a deux patries, la sienne et la planète. Alors, mesdames et messieurs, en agissant pour votre territoire local, vous agissez pour votre patrie, la France. Et en agissant pour votre patrie, vous agissez aussi pour notre belle patrie commune, que nous avons à la fois l'ardente obligation de réparer pour les dégâts qui ont été commis, de faire progresser grâce aux nouvelles technologies, et je pense aux énergies renouvelables en particulier, pour les transmettre non seulement en meilleur état aux générations futures, mais pour permettre tout simplement la survie en bon état de millions d'hommes et de femmes qui, à travers la planète, subissent aujourd'hui très durement ce réchauffement et ces dérèglements climatiques. Et leur menace individuelle, c'est la menace qui pèse sur tous,
car au bout du compte, les ressorts même, les fondamentaux de l'humanisme, ce sont les bonnes relations entre les êtres humains et leur milieu naturel. Ce sont les fondamentaux de leurs racines qui leur permettent à la fois de rester attachés à leur terroir et à leur territoire, mais comme les arbres, un arbre solide, c'est à la fois des racines profondes et c'est un arbre qui s'élève vers le ciel. Alors tous ensemble, mobilisons-nous, parce qu'en nous rendant service à nous-mêmes, nous rendons service à la planète tout entière. Merci de votre engagement. Je compte sur vous pour accélérer la transition énergétique. Vous en serez les bénéficiaires sur vos territoires parce que ça créera aussi des activités, des emplois dans toutes les PME de vos territoires qui sont porteurs de la transition énergétique de demain. Et je suis sûre que la mise en mouvement de tous les élus, de toutes les entreprises, de toutes les associations que vous représentez nous permettra de donner au monde un bel accord climat à Paris en décembre prochain. Je compte sur vous. Je vous invite à